La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure du décryptage de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Ce soir, Mesdames et Messieurs, nous n'allons pas changer de principe. Nous allons recevoir sur ce plateau des confrères avec qui nous allons passer un peu plus d'une heure de temps pour décortiquer les sujets qui ont marqué la semaine. Pour nous accompagner, Mesdames et Messieurs, nous recevons pour vous ce soir Ildefonse Akpaki, directeur de publication du site d'information La Gazette du Togo. Ildefonse, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir tout le monde. Également sur ce plateau, un nouveau venu, il s'agit de Joseph Gada. Il est le directeur de publication du journal Économie et Développement, et administrateur du site d'information de l'agence Horizon News. Joseph, bonsoir. Ah, Daniel, bonsoir. C'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir aussi pour moi, parce que c'est un baptême de feu. Voilà. Et je voulais saluer aussi le grand frère. Voilà. D'accord, parce que nous sommes là pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Et essayer de dire ce que la population pense et ce que nous aussi nous pensons de l'actualité. Voilà. Et parce que Dieu étant, nous serons à la fin éclairés dans l'antenne de nos téléspectateurs et voilà. auditeurs aujourd'hui. Voilà, les présentations ici faites, mesdames et messieurs, nous avons amorcé ce débat avec ce tout premier sujet. Il s'agit du sujet relatif à l'APG, l'accord politique et global, qui est ressuscité, qui est remis au goût du jour avec cette nouvelle déclaration de l'ex-ministre des enseignements supérieurs, des enseignements primaires et secondaires. Je vais parler du ministre Maganawe qui, au cours d'une conférence publique, a souligné que cet accord était dépassé. Une réaction qui a suscité beaucoup de réactions, de polémiques au sein de la classe sociopolitique togolaise. Joseph Gada, vous avez suivi également avec beaucoup d'attention cette réaction. Qu'est-ce que cela suscite? D'abord, en tant que Togolais, je pense que ça ne peut que susciter beaucoup d'émotions. Voilà. Parce que si on dit aujourd'hui que l'APG entre parenthèses est caduque, parce que c'est un peu dommage, parce que l'APG est toujours d'actualité. Parce que personnellement, ce que je sache, parce que l'APG est toujours d'actualité. Si ce qui a été inscrit dans cet accord jusqu'à présent n'a pas encore été effleuré, je pense que dire que c'est caduque, c'est un peu. Parce que c'est un peu pensé très lourd, voilà. Parce que ceux qui ont eu la charge de signer cet accord en 2006, cette année, ça fait 10 ans, je pense qu'ils penseront que c'est de l'insulte à leur égard. Mais je pense que quelque part aussi, il faut donner raison aussi à M. Maganawe, voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est son gouvernement. Pour le parti, parce qu'il est du parti au pouvoir, donc c'est son parti qui est en charge du pays. Et j'espère que dans l'APG, ce n'est pas le seul point qui concerne les réformes constitutionnelles et institutionnelles, parce qu'il a été demandé aussi au cours de l'APG à ce que la Cour des comptes soit mise en place, et il a été également demandé que les réformes administratives soient faites, et les réformes judiciaires aussi soient faites, et la création d'un cadre permanent de dialogue soit mise en place également. C'est pour cette raison beaucoup de choses. C'est pour cette raison qu'il dit. Oui, parce que lui, il a fait partie, parce que 2, 3 ans, 4 ans d'un gouvernement qui a eu quand même aussi à participer à ces réformes dont je viens de parler. Donc je pense que quelque part il peut dire que c'est vrai que ce n'est pas, on ne peut pas dire que tout a été négligé, peut-être qu'il y a une partie qui a été faite, et parce que justement le pourquoi il avance la débat bon, beaucoup de choses ont été faites. Mais je pense qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Parce qu'on peut tout faire, mais si d'autres voient dans ces réformes qu'il n'y a pas la tenace, et que le pouvoir qui est en place depuis 10 ans demeure toujours tel, il ne bouge pas, et il n'y a pas d'alternance comme on le voit dans les pays limitrophes,
Donc vous allez voir que les gens se sentiront toujours blessés quand on parle quand on dit aujourd'hui, qu'on affirme aujourd'hui que cet accord est caduc. Et d'Alphonse Akpaki? Oui, j'ai suivi mon ami, mon confrère et mon frère. Et je crois que les réformes ont été toujours sujets à débat autour de ce plateau même où, comme par le passé, j'ai toujours dit qu'il y a eu une mauvaise volonté de la part des gouvernants togolais de traduire dans les faits tout ce qui est contenu dans cet accord-là. Cet accord qui reste aujourd'hui le seul compromis. Il est aujourd'hui le seul compromis sur la base duquel tous les acteurs politiques togolais se retrouvent. C'est le seul. Dire aujourd'hui que cet accord est caduc, je crois que ce n'est pas la première fois que j'entends cette phrase. Monsieur Gilbert Bawara a été le premier à dire qu'il faut ranger dans les placards la mise en œuvre de ces réformes. Et après, on a suivi un tweet du président de la Cour constitutionnelle, monsieur Abdou Assouman. Et puis, bon, une troisième voix qui s'élève aujourd'hui pour dire que cet accord... je crois qu'en partant du fait qu'un accord est un contrat, si nous partons du fait qu'un accord est un contrat, je ne vois pas pourquoi ceux qui ont contracté cet accord-là, et dont une partie seulement de ce contrat a été mise en œuvre, comme vous venez de le citer, et que le reste doit rester en suspens. Pourquoi? C'est un contrat. Et ça a été le fruit de discussions. Je suis sûr que si les acteurs politiques n'étaient pas d'accord, on n'allait pas mettre blanc sur noir ou noir sur blanc tout ce qui est contenu aujourd'hui dans l'accord. Et dire aujourd'hui, 10 ans après savoir manifester sa mauvaise volonté, que cet accord est caduc, je crois que nous devons dire que tous ceux qui nous gouvernent, qui aujourd'hui nous montrent leur réel visage, ne sont pas des gens à nous dire de faire preuve de civisme, de citoyenneté. Parce que nous dire de faire preuve de civisme, c'est respecter aussi des engagements, respecter la parole donnée et respecter les citoyens. Non, mais je pense que dire que le gouvernement est de mauvaise foi, c'est trop dit. Moi, je voudrais dire que la classe politique, même en général, est de mauvaise foi. Parce que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, je pense que chacun a sa responsabilité à ce qu'aujourd'hui, les réformes n'aient pas lieu. Je pense qu'en 2006, il a été même inscrit dans l'accord qu'il doit avoir un gouvernement d'union nationale qui doit être capable de mettre en œuvre officiellement l'accord. Mais cela n'a pas été possible parce que l'UFC avait refusé. Vous savez qu'en 2006, ça n'a pas eu lieu parce que, comme vous l'avez bien dit, l'UFC avait refusé. Et ma foi, ceux qui avaient refusé en 2006, c'est une continuité aujourd'hui. On va y revenir. Voilà. Après les élections de 2007, l'UFC qui avait 27 voix et le CAR qui a 4 voix, je pense que ces deux partis politiques disposaient déjà des 4/5 pour pouvoir passer aux réformes. Ah oui, comme le stipulait la Constitution. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils ne l'ont pas fait, ça n'a pas été fait. Est-ce qu'ils pouvaient le faire seuls, même si oui, mais c'est là où on parle de concession. Voilà. C'est là où il y a pu avoir une concession. Et c'est cette concession qu'on a eue en 2010 avec l'UFC et le parti uni. Le parti avait été uni dans le temps. Voilà. Et au-delà de ça, tout récemment, en 2014, vous savez, tout le Togolais est témoin de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée quand la proposition de projet modifiant la Constitution était sur la table des députés. On a vu tout ce qui s'est passé avec les députés de l'ANC, avec les députés d'UNI. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste tout simplement parce que le jour-là, que l'ANC accepte tout simplement que, puisque l'UNI demande que son champion puisse passer, je pense que c'est le mot, puisque l'UNI demande tout simplement que son champion puisse passer, serait dit tout simplement que l'ANC accepte au nom du peuple togolais et non pas à un intérêt personnel, qu'aujourd'hui, je pense qu'on aurait tourné le dos à ces réformes. Peut-être qu'on penserait en 2020
à une attenance au pays. Et aujourd'hui, peut-être, si vous permettez, mais le quatrième facteur qui constitue un échec maintenant à l'opposition, c'est la position de Jean-Pierre Fabre, qui est le chef de file de l'opposition, qui est le président d'une institution reconnue par la constitution togolaise, mais qui aujourd'hui n'arrive pas à user de son pouvoir pour pouvoir rassembler non seulement ses confrères, mais aller auprès du chef de l'État négocier des choses. Oui, mais il a fait des négociations, mais quand il demande par exemple... Des négociations, on voyait... Est-ce que c'est pas un compromis déjà le fait de demander au président avec des lettres? Avant que ce décret ne soit reconnu, on a vu comment est-ce que Jean-Pierre Fabre allait chez le président, c'est juste pour que le chef de file de l'opposition soit reconnu. Et ça a été reconnu. C'était l'argument qui prévalait. C'était pas ça, mais il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses, parce que c'est l'argument qui prévalait. Parce que sinon, depuis qu'il a été reconnu comme chef de file, combien de fois il a fait la démarche auprès du chef de l'État pour pouvoir échanger par rapport à ces réformes. Regardez par exemple, le 27 avril dernier, le chef d'État a parlé d'ouverture d'un dialogue. Mais normalement, le chef de l'opposition doit sauter déjà. Oui, mais est-ce qu'il y a une bonne foi du côté du régime? J'ai dit que le chef de file de l'opposition fasse d'abord le pas et que l'autre camp manifeste son refus pour qu'on juge. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas qu'on fait. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans la rue, que vous dites non, vous avez besoin de dialogue, le chef d'État dit moi, je veux un dialogue par rapport à la décentralisation et aux réformes. Mais saisissez, écrivez, c'est vous-même qui l'avez dit. Mais qu'est-ce que vous faites? Ou bien quelle est votre position même sur ce que vous-même vous dites? Mais ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on est là, on tourne à rond. Et Ildefonse Akpaki, rapidement, réaction? Non, mais sur toute la ligne, je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, allez-y. Alors, il a parlé d'abord du gouvernement d'union nationale et dont l'UFC d'antan avait refusé de prendre part. Vous savez que c'est vrai que l'accord l'a stipulé, je cite, les parties prenantes au dialogue s'accordent pour que le gouvernement d'union nationale engage les réformes dans un esprit de large consensus. Voilà. Gouvernement d'union nationale. Dites-moi, avant même la mise sur pied du gouvernement d'union nationale, l'UFC avait refusé d'y prendre part. Ce qui suppose que depuis qu'on était en train de faire les démarches pour la composition du gouvernement, on savait que les membres de l'UFC n'allaient pas être membres du gouvernement. Premier cas. Maintenant, la feuille de route, c'est qu'on essaie de faire les réformes. Si, à l'époque, l'APG n'a pas été remis en cause parce qu'un des acteurs a refusé de prendre part au gouvernement, cela suppose que ceux qui sont restés et qui ont accepté la feuille de route doivent procéder aux réformes. Parce que nous avons accepté. Puisque eux, déjà, ils étaient fort clos. Ils ont dit, nous ne participons pas. Mais vous qui avez accepté, vous voulez dire que ceux-là sont plus intelligents que vous. Et parce qu'ils ne sont pas arrivés, c'est pourquoi vous n'avez pas pu faire les réformes. Daniel, si vous n'êtes pas là pour faire le point et que vous n'avez pas préparé une base, alors le point va disparaître de RTDS. Ce n'est pas sérieux. Premier point, je ne suis pas d'accord. Parce que si je reviens sur ce que vous avez dit, cela veut dire que les membres de l'UFC sont tellement intelligents, sont tellement puissants et forts que sans eux, ceux qui ont pris la feuille de route ne sont pas arrivés à mettre en œuvre les réformes. C'est grave pour un pays. Parce que les membres de... C'est grave, parce que les membres de l'UFC ne sont pas les seuls acteurs politiques à faire... On en vient, Joseph. On en vient. On en vient. Vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. Vous aurez le temps de réagir. J'étais écouté. Donc, moi, ce genre de raisonnement, je ne suis pas d'accord là-dessus. Que les autres n'étaient pas là, c'est pourquoi on n'a pas pu faire les réformes. Donc, ce qui veut dire que vous êtes incompétent et paresseux. Et vous devez foutre la paix aux Togolais. 1. 2. Vous parlez de la scène piteuse qui s'est passée le 30 juin 2014 au Parlement. Mais ça me fait froid dans le dos. Lorsque, à l'époque, le Premier ministre, Hatem Ahoumézounou, prenait les rênes de la primature, ou au cours de son discours programme, il a bien mentionné qu'il fera les réformes.
Et les mêmes qui ont voté pour ce discours-programme, quand on a envoyé, quand le même Premier ministre qui a eu l'adhésion de la majorité des députés de UNIR, quand il leur a envoyé ce projet de loi avec les exposés des motifs, ils sont les premiers à rejeter ce qu'ils ont accepté au prime abord avec Aoumé. Quelle est cette manière de faire où le matin, vous dites que le linge est blanc et le soir, le même linge qui est resté blanc est devenu noir? Quelle est cette politique? Où vous avez accepté que le monsieur prenne la primature, vous avez accepté que sa politique, son discours, programme soit accepté par vous, et que ce qu'il vous avait dit et que vous avez accepté en le laissant à cette place-là, quand il est question de réaliser dans les faits ce qu'il vous a dit, vous rejetez. Voilà. Maintenant, pour le chef de file de l'opposition, voilà. je voudrais dire que le chef de file de l'opposition n'a pas été nommé, conformément à l'article 24 de la loi portant statut de l'opposition. Le chef de file, je cite, le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti politique appartenant à l'opposition au sens de l'article 2 ci-dessus, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. En cas d'égalité de sièges, le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des dernières élections législatives. Le chef de file de l'opposition n'est pas nécessairement membre du Parlement. Donc, il n'a pas été nommé. C'est à partir d'un vote que cela lui est revenu de droit. Voilà. Alors, rapidement, Joseph, vous voulez ajouter quelque chose? Non, moi je pense que faut pas faire un peu d'amalgame. Voilà. Parce que en 2007, c'est le cas. C'est le cas qui a la mauvaise de la primature. C'était avec Maître Aboibo. Et quand nous voulons, si nous voulons nous évoluer un petit peu, vous vous rappelez des cadres CPDC, les cadres, les CPDC 1, CPDC 2, CPDC renové, voilà. Machin. Vous vous rappelez des dialogues, Togo Télécom 1, Togo Télécom 2 et le reste. Mais qui ont été à la base de ces échecs? Mais ce sont les cas de l'opposition. Non, mais quand nous prenons par exemple Togo Télécom, moi j'y étais à Togo Télécom, c'était pas l'opposition qui était responsable de cela. La disait non, parce que elle ne voit pas d'autres partis qui sont les partis qui n'ont pas de poids en ce temps-là, parce que c'est est-ce qu'il parlait de représentativité en termes de partis politiques, voilà. Est-ce qu'au niveau de l'APG, quand on parlait de la mise en place de cadre permanent, est-ce qu'il a été dit une question de mais au départ, le gouvernement avait décidé de rester avec les partis représentatifs. Juste pour dire tout simplement que pour pouvoir discuter du sujet national, on n'a pas besoin de représentativité. Tout le monde est togolais, tout le monde peut se retrouver dans la discussion et apporter son plus. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est le point d'achoppement au niveau de l'opposition. Oui, mais bien avant de vous permettre d'évoluer un peu dans votre analyse, c'est qu'avec le CPDC 1, le premier CPDC, c'était rien que 4 partis politiques, si j'ai bonne mémoire. Oui, mais c'est quand peut-être les discussions ont chopé que le régime a décidé d'ouvrir le cadre aux autres partis extra-parlementaires. C'était comme ça. Oui. Alors pourquoi? Alors, c'est moi, on était d'accord d'aller au départ d'aller sur une certaine base avec les partis parlementaires et puis l'ouvrir aux partis extra-parlementaires. Non, mais c'est parce qu'à un certain moment, on avait vu que les cadres qui faisaient partie de ces cadres, les gens ne se comprenaient pas. Voilà. C'est pour cela qu'il a été même demandé qu'on l'ouvre à d'autres personnes, voilà. Pour que, bon, peut-être que chacun puisse apporter au moins ça. Mais ça n'a rien apporté, puisqu'aproi l'ouverture, puisque les contestations sont toujours là, ils disent que non, mais parce qu'eux n'ont même pas vu de bon oeil que d'autres langues. Oui. Et aujourd'hui, là, voilà là où nous en sommes. Donc, moi, juste pour tout simplement vous dire que aujourd'hui, pour aller à ces réformes, nous avons besoin de l'union de l'opposition. L'opposition doit venir pour définir une feuille de route, une stratégie commune pour aller. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, presque c'est ce qui s'est passé en 2006, quand l'UFC refusait d'aller au gouvernement.
aujourd'hui, vous voyez, avec l'ANC et le CAP 2015, c'est comme si c'est ce regroupement qui veut avoir la paternité des réformes. Et on ferme le circuit pour que les autres ne puissent pas rentrer. Je pense que je suivais le président du parti Santé du peuple qui disait qu'à un certain moment, que lui, il est sorti du CAP 2015, c'est parce qu'il avait souhaité qu'on ouvre le CAP 2015 à d'autres partis politiques pour qu'ensemble ils puissent définir au moins une stratégie à adopter. Regardez, nous sommes en 2016. Oui, mais 10 ans après la PG, Mangadawe peut dire aujourd'hui que c'est caduc parce qu'il pense que 75% peut-être des recommandations ont été faites, peut-être qu'il reste certaines. D'autres disent que non, rien n'a été fait jusqu'à présent. Mais où est-ce que nous allons si les acteurs ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour pouvoir réfléchir pour le développement de ce pays? Voilà. Oui, je rebondis sur la dernière phrase. Vous avez dit tout à l'heure, en terminant, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les acteurs politiques, toute la classe politique togolaise, c'est la langue de bois que le pouvoir en place utilise. C'est le fait que lorsqu'on donne sa parole, on ne la respecte pas. C'est ça qui a fait créer la crise de confiance au sein de la classe politique togolaise. Vous avez parlé entre-temps du champion, que peut-être l'ANC aurait accepté. Mais dites-moi, une loi telle que celle... tu aurais refusé. Telle que celle générale, à laquelle doivent être... que l'on devait normalement essayer d'élaborer à travers ces réformes constitutionnelles. Nous les appelons des lois générales. C'est-à-dire que ces lois, quand il faut les voter, on ne dira pas que c'est à cause de Kofi ou bien de Kodjo qu'on vote la loi là. On a parlé de consensus d'abord. Le consensus se verra autour d'une table. Et c'est ce que l'accord même a prévu. L'accord prévoit que les acteurs politiques s'entendent sur un minimum et lorsqu'ils auront défini, c'est-à-dire qu'au cours de leur discussion, lorsqu'ils auront accepté que ces points-là passent, sera un projet de loi qu'on enverra à l'Assemblée nationale. C'est ce que l'accord a prévu. L'accord n'a pas dit d'aller faire directement les réformes au Parlement où on sait que la loi de la majorité prime. Non. L'accord a demandé qu'on s'entende d'abord, qu'on discute. Et maintenant, quand vous parlez du champion, il est champion en quoi? En fraude. Quand vous parlez... Non, je suis... Non, parce que vous n'avez pas les preuves. On en vient, s'il vous plaît. On va mettre la balle à terre. Voilà, vous aurez le temps de réagir. Joseph Gada, vous aurez le temps de réagir. Joseph Gada, j'ai les preuves. On y va. J'ai les preuves. Si je prends juste ce que la commission électorale du Burkina Faso a fait, ce que la Sénat du Bénin a fait et ce que la CENI du Togo a fait, quand je mets ces trois ensemble en commun, je tire la leçon de ce que je viens de dire et je maintiens. Là, sur ce point-là, on ne me l'enlèvera pas de la tête. 1. 2. Lorsque nous parlons des réformes constitutionnelles, soyons sérieux. En droit, une loi votée est d'application immédiate. Si tel n'était pas le cas, feu le général Eyadema qui s'était présenté sur la base de la Constitution de 92, en 93, en 98, ne devait plus passer en 2003. Mais quelle n'a pas été notre surprise qu'en 2002, déjà, décembre 2002, M. Agbeyome, à l'époque Premier ministre, et M. Nachaba, à l'époque président de l'Assemblée nationale, ont regroupé des gens à Kbalimé, ont fait une marche et ont dit que le peuple a demandé qu'on modifie la Constitution. La Constitution a été modifiée 30 ou 31 décembre 2002. Vous voyez, 2002. Alors qu'en 2003, il y a des mois qui étaient déjà frappés par la Constitution de 92 qui ne devait pas briguer un troisième mandat, s'est présenté à la présidentielle de 2003. Pourquoi à l'époque, quand on avait fait cette modification, cette réforme constitutionnelle, les gens n'ont pas dit que c'était dirigé contre
d'autres. Mais non, soyons sérieux. Ça n'a pas réagi. Non, ne dites pas que le... Non, ne dites pas que... Voilà, Ne dites pas que... On va parler à non, tout de non, suite, s'il vous plaît. ne dites On va pas aller, que... on va aller, s'il vous plaît. Cher ami, Ildefonse, on va... cher ami, Comme vous dites, c'est moi qui ai la parole. Joseph Gada, C'est moi il qui va ai finir, la il va aller parole. jusqu'au bout de sa logique. Oui. Voilà, rapidement, pour qu'on puisse se Alors, permettre à notre je fais la part des choses en disant que c'est parce que les gens sont animés d'une mauvaise foi qu'ils ne veulent pas faire comme ils ont fait en 2002, qu'ils ne veulent pas faire comme ils ont fait en 2005, où en l'espace de 30 minutes, on a fait de M. Faure Gnassingbé un député, un président de l'Assemblée, un président de la République par intérim. Vous avez vu comment cette réforme-là a été faite le jour-là? Et puis, comment? En violant les textes. Parce que justement, pour faire cette réforme constitutionnelle de la loi générale-là, il faut 3 étapes très importantes qu'il ne fallait pas sauter. D'abord, les députés qui s'étaient rassemblés au Parlement ont voté. Après l'adoption de la loi-là, ou de ces lois, de ces articles qui ont été modifiés, il faut la promulgation. Mais est-ce que le chef de l'État était encore vivant pour promulguer? Non. Voilà pourquoi l'article 144 de la Constitution togolaise, qui est une disposition spéciale, a donné son pouvoir de ne pas toucher à la Constitution en période intérimaire. Voilà. Et maintenant, pour finir, pour Rapidement. finir, il faut que cette loi-là sorte dans le journal officiel avant qu'elle ne soit loi régissant l'État togolais. Ça n'a pas été Moi, je vais fait. aller rapidement Rapidement, sur voilà. deux points parce que vous avez traité peut-être le président de fraudeur ou bien quelque chose comme ça. Je n'ai pas dit ça. Ok, bon, vous avez parlé de mot de fraude. Vous avez fait sortir le mot fraude quelque part. Oui. Non, mais juste pour dire tout simplement, parce qu'on parle de Et fraude. on a parlé du champion. Qui est ce champion? Parce qu'on parle de fraude, Voilà. ça veut dire qu'il y a un résultat contesté. Et ceux qui contestent doivent faire avancer les preuves. Mais dans ce pays, depuis 2008 jusqu'au jour d'aujourd'hui, Non, c'est pas l'opposition n'est pas en mesure de faire ça. Oui, mais ils ont essayé de faire un truc en 2010. On a bloqué les centres de compilation. On parle des centres de compilation. Ça, c'est Mais ils ont essayé, pourquoi? Ils n'avaient pas sorti, l'opposition n'avait pas sorti, l'opposition n'avait pas sorti des résultats, mais voilà. En 2010, les gens marchaient parce qu'on les a volés. On n'a jamais eu les preuves. En 2015, les gens contestaient. La gendarmerie a pris les preuves. On n'a jamais eu les preuves. La gendarmerie a pris les Les preuves. forces en viennent, On voilà. n'a jamais eu les preuves. Donc, les gens fraudés, c'est un peu douloureux parce que de 2007, 2010, 2015, je pense que toutes les élections que le Togo avait organisées ont été vraiment appréciées par la communauté internationale. C'est quoi la communauté? Et acceptées, même si ce n'est pas des partis, au moins acceptées par au moins certaines parties de la classe politique. C'est pas celle, au moins celle qui veut accepter et celle qui veut toujours demeurer toujours dans la contestation. Donc, mais pour revenir encore au niveau en 2014, vous avez dit que la proposition de loi a été directement envoyée à l'Assemblée pour voter. Non, je pense que c'est à la suite du dialogue Togo-Télécom. Ça a donné quoi? Non, mais attention. Écoutez, c'est un dialogue. Ce sont les Togolais qui étaient à table pour pouvoir réfléchir. Voilà. Ah oui. Donc c'est à la suite de ce dialogue que la proposition de loi a été envoyée. Et on a vu les gymnastiques qui ont tourné tout autour de ce vote. Donc moi, je le dis et je répète, que ce soit au niveau du pouvoir, que ce soit au niveau de l'opposition, aujourd'hui, l'intérêt doit être l'intérêt de la population. Si les deux entités arrivent à savoir et démontrer catégoriquement aux Togolais que nous vous aimons, nous sommes là pour vous, il n'y a rien qui peut empêcher une concession. C'est une des parties montre aux Togolais qu'ils ont à bras le cœur le problème. Non, mais avoir tout ce que nous avons dit ici, ça veut dire que l'opposition, j'ai dit l'opposition a sa part de responsabilité, et le parti au pouvoir aussi a sa part de responsabilité. Mais à un certain moment, il faut qu'à un certain moment que les gens se départissent de leur esprit partisan pour dire que nous voulons que le Togo avance comme d'autres pays, il faut qu'on avance. Donc, je pense qu'il n'y a que ça. Mais si chacun veut camper sur sa position, je pense que en 2020 va passer, 2025 va passer, 2030 le président Faure sera toujours au pouvoir. À moins que le peuple continue pas à lui faire confiance. Voilà. Oh, mais non, mais vous savez,
Il y a eu une scène piteuse, très piteuse qui m'est restée à la mémoire. C'est celle du 30 juin 2014 dont je parlais tout à l'heure. Je dis que cela ne pouvait pas arriver parce que le projet de loi n'émanait pas de l'opposition. Mais le projet de loi émanait d'un Premier ministre qui est issu de la majorité UNIR. présidentielle. Et que c'est cette majorité-là. Non, la majorité n'oblige pas. Parce qu'il faut, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous arrivions à dissocier le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ceux qui nous gouvernent arrivent à faire ce en France la fois dernière? Vous parlez de la France au Togo. Nous l'avons vu la France la fois dernière. Hollande a envoyé la loi et les députés de la majorité ont refusé. Oui, mais est-ce que c'est là, est-ce que le Togo on fait ce distinguo? Parce que voilà, c'est une illustration. Mais ça s'est passé en juin 2014 au Togo. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on crie scandale? Nous je ne vois pas. Nous allons. Non, nous allons. Mais ça s'est passé? Nous allons. Il défonce, allez-y. Nous allons crier scandale parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas fait savoir, comme c'est le cas en France, qu'il y a eu des remous au sein même du Parti socialiste. Là, il y a des voix discordantes. Au Togo, on ne nous a jamais dit qu'il y a eu des voix discordantes au sein de UNIR. Et excusez-moi, la loi, la constitution togolaise, la loi fondamentale togolaise dit que le Premier ministre est nommé dans la majorité parlementaire. Et le Premier ministre, c'est lui qui devient maintenant le chef des parlementaires. Et le chef des parlementaires de la majorité parlementaire ne peut jamais envoyer un document. Il ne peut jamais même l'élaborer seul, jamais seul, avec un certain nombre de ses partisans. Et vous vous rassemblez, vous élaborez un document, vous envoyez, ou vous-même, vous êtes majoritaire, et c'est vous-même qui rejetez encore. Vous foutez du peuple. Vous vous foutez du peuple. C'est ça. Parce qu'on ne parle plus d'un jeu politique. Parce que non, ce n'est pas ce n'est pas la démocratie. Et puis vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé tout à l'heure. Et puis lorsque nous faisons allusion au dialogue, j'ai à la mémoire cette phrase-là d'un des participants. Nous sommes des sourds muets. Pendant 2 semaines, la délégation unie n'a pas parlé. Mais pardon, quand vous me dites maintenant que c'est à la suite d'un dialogue à Togo Télécom que le Premier ministre a envoyé le projet de loi, je dis non, c'est faux. Moi, je ne suis pas mort. Je n'ai même pas quitté Lomé. J'ai suivi de bout en bout. Alors, n'essayons pas d'abêtir ceux qui nous écoutent. Parce que justement, et je le maintiens, ceux qui gouvernent le Togo, c'est eux qui doivent faire preuve de bonne foi. Et ils ne le font pas. Ils font preuve de mauvaise foi. C'est pourquoi aujourd'hui, on a ce résultat-là. Mieux, quand la scène piteuse du 30 juin s'est passée et qu'on a essayé l'année qui a suivi de relancer le débat au cours de la commission des lois, ou au sein même de la commission des lois, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que la loi n'est plus passée à la plénière? Or, dans la démarche parlementaire, lorsque les membres composant la commission des lois ont essayé de travailler, ils font le rapport au président de l'Assemblée nationale, qui convoque la conférence des présidents. Il lui fait le rapport. Il revient à la conférence des présidents de dire ce qu'il y a lieu de dire. Accord ou désaccord, la loi ou les lois passent par la plénière. Et c'est la plénière qui est souveraine. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous avez entendu M. Dama Dramani, président de l'Assemblée nationale, dire qu'il a convoqué une réunion et que la loi ou les lois ou le projet de loi envoyé doivent être encore discutés, votés? Vous l'avez entendu? Est-ce que c'est l'opposition qui est encore à la présidence du Parlement togolais pour convoquer? Non, sont sérieux. Voilà, on va rapidement réaction et pour qu'on puisse avancer. Je pense que on ne le dira jamais, parce que j'ai dit que l'opposition aussi a ses responsabilités. Mais je pense que mon frère il vient de faire toute une démonstration. Mais je lui dis, mais de tout ça, dites-moi, quand est-ce que l'opposition a eu quand même à faire une proposition de loi là-bas?
si ce n'est que ce que a dit. Ah, mais heureusement. Non, ce n'est que a dit, ce que a dit et le cas avait présenté, Voilà. mais qui n'a pas été soutenu par la majorité de l'opposition parlementaire qui est l'ANC aujourd'hui. Vous mentez. Non, vous mentez. Non. Allez, s'il vous plaît. Ça n'a pas On va été mettre la soutenu balle à la aujourd'hui. terre. Voilà. Donc ça veut dire que si ça a été soutenu, peut-être qu'aujourd'hui on doit faire encore un pas. C'est ça. Ça n'a pas été fait. Et puis, quand vous dites que je parle de l'accord, de la proposition de loi qui a été envoyée à l'Assemblée, je vous dis tout simplement que avant que cette proposition ne soit envoyée, c'est au cours d'un dialogue. Et n'oubliez pas qu'il y avait eu le CPDC 1 rénové, 1, 2 ou bien rénové, Voilà. rénové, et un document a été quand même élaboré par les parties prenantes. C'est la suite de ce. Oui, et c'est la suite de ça. Non, et c'est la suite de ça parce qu'à un certain moment, certains qui disaient, non, c'est qui disaient que c'est une question de représentativité ne faisait pas partie parce que ils avaient, non, parce qu'ils attaquaient la porte. C'est ensuite que le dialogue Togo Telecom 1, Togo Telecom 2 a été quand même organisé. Oui, mais Nicolas Lanson même qui a pris part à ces travaux Oui, a oui. balayé du revers de la main de ses résultats. Il disait qu'il y avait trop de conneries. Mais pourquoi ce que vous-même vous avez déjà eu, ce que vous avez eu à élaborer ensemble, aujourd'hui c'est un peu remettre en cause. Non, c'est pourquoi il dit à un certain moment, il y a une mauvaise foi, il y a une mauvaise volonté. Quand nous prenons par exemple Tabara, nous prenons par exemple Nicolas Lanson, sont eux de l'opposition. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que ce que nous-mêmes tous nous avons fait ensemble, demain je remets en cause. Non, et pourquoi? Pourquoi? Donc, je dis qu'aujourd'hui, il faudrait que nous avancions. Pour avancer, reconnaissons que nous tous, nous avons eu à commettre des erreurs. Et c'est pour cela que j'apprécie effectivement la lettre pastorale des Ibèques. Oui, qui ont eu quand même à identifier la responsabilité de tout un chacun dans cette histoire des réformes. Et aujourd'hui, parce que la conclusion à laquelle la lettre pastorale est venue, c'est qu'on arrive quand même à aller au dialogue, à un dialogue sincère. Donc, je dis, si aujourd'hui on veut toujours continuer par remuer le couteau dans la plaie, on ne va pas avancer. Aujourd'hui, il y a obligation que... Regardez ce qui se passe à RDC. Mais c'est notre compatriote, Edem Kodjo, qui est là-bas et qui joue le rôle de médiateur. Mais il n'est même pas accepté. Il n'est même pas accepté par cette opposition. Mais ce matin, l'opposition a voulu à cet effet un front et aller dialoguer avec le il pouvait faire ça au Togo ici. Ne me fais pas dire tout parce que au Togo, voilà. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Mais au Togo, je pense que le prophète aussi, je sais. Oui, et puis au Togo, on aime couper quand même l'ancienne code et ne pas reconnaître que le citoyen ou bien le compatriote. Si l'ancienne code, par exemple, n'est pas bonne, ce n'est pas bon. Est-ce qu'il faut quand même tisser sur l'ancienne code? Est-ce qu'on construit par exemple? Je dis, si Eden Kodjo n'est pas bon, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'Union africaine n'allait pas le choisir pour qu'il soit du médiateur. Je suis tout simplement qu'aujourd'hui, Eden Kodjo voulait tout simplement. Est-ce que l'Union africaine ne défend pas ses intérêts? Est-ce qu'elle ne défend pas ses intérêts? Non, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce qu'il peut faire ça au Togo? Vous avez ouvert la brèche, donc je... Mais si aujourd'hui, Eden Kodjo, vous peut appeler jamais une femme aujourd'hui et appeler Ford Yassine. Voilà, c'est la principale question. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Non. Toute proportion gardée. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Que tu sois sapeur-pompier ailleurs pour éteindre le feu ailleurs et que chez toi, le toit brûle et que tu te taises, c'est mauvais. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai jamais appris que M. Edem Kodjo a bien voulu rencontrer un certain nombre d'acteurs politiques et ils ont refusé. Je voudrais qu'il marque le pas et que nous, journalistes que nous sommes, que nous ayons ou nous soyons au parfum de ce qu'il a initié et ça n'a pas marché pour qu'on essaie de lui prêter des intentions. 1. 2. J'étais très heureux tout à l'heure quand vous aviez parlé de dialogue en mettant sincère. Je l'ai dit tout à l'heure. Si l'APG a été le fruit de discussions, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tout ce qui a été retenu lors de ces discussions et
qui a été mis noir sur blanc, qui est devenu aujourd'hui un accord. Les discussions n'étaient pas, à l'époque, si elles n'étaient pas franches et sincères, cette discussion n'allait pas déboucher sur la signature d'un accord. Je suppose qu'à l'époque, cette discussion a été franche. C'est pourquoi on a un accord. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, 10 ans après, que ce que vous avez discuté soit remis en cause? Qu'est-ce qui le fait? C'est parce que, entre-temps, ceux qui avaient dit oui disent depuis un moment non. Est-ce que vous savez que l'accord politique a légitimé le pouvoir de M. Faure? Parce que, avant même qu'on aille à cet accord-là, il y avait eu trop de troubles politiques. Trop de troubles politiques. Et aujourd'hui, les gens disent, oui, mais c'est parce que le chef de l'État seul en a tiré profit et qu'il trouve aujourd'hui que ce qu'il y a lieu de faire ne l'engage tellement pas, parce que je ne suis pas d'avis avec ceux qui disent que faire les réformes constitutionnelles veut dire demander à M. Faure de partir. Nous sommes en face d'une loi générale qui concerne tous les citoyens togolais. Et la loi est d'ailleurs impersonnelle. Donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas préparer le pays en faisant de très bonnes réformes, tant constitutionnelles qu'institutionnelles. Parlons-en, institutionnelles. Quand on parle des institutions... Je suis fier quand vous avez parlé de sincérité. Et surtout en faisant sortir cette phrase que réforme constitutionnelle et institutionnelle ne peut pas dire le départ de Faure Gnassingbé. Oui. Oui, mais malheureusement, certains en ont fait leur chou gras partout. On a assisté à des marches dans ce pays où à la fin les gens ont dit que les réformes c'est pour que la famille Gnassingbé quitte le pouvoir. Oui, mais vous parlez tantôt d'alternance. Oui. Donc, n'oubliez pas que... On a besoin d'alternance dans ce pays. N'oubliez pas que Gnassingbé et Faure est là-bas, c'est parce que les Togolais ont voté pour lui. Et quand vous dites que si les réformes là, s'ils ne partent pas, là, il ne doit pas y avoir réforme, comme les gens l'ont dit finalement, ils sont passés, ils ont fait autre chose. L'action de 2014, dont nous venons de parler tout à l'heure aussi, constitué en un cas. Quand les gens ont dit non, mais il faut que Faure Gnassingbé quitte, mais le seul représentant pour lui. Mais c'est pourquoi je lui ai dit, ça aurait été tout simplement dans l'intérêt national. On dit tout simplement, ok, que Faure Gnassingbé se présente tout simplement, et que ce mandat-là soit son second mandat, qu'en 2020, le pouvoir pointerait. Qu'il accepte tout simplement ce que Uni dit que c'est le champion. Tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que, je disais, il avait dit que peut-être qu'on ne parlerait plus de réforme, mais peut-être que de l'alternance, c'est ça. Mais est-ce qu'il faut faire confiance, par exemple, au régime en place? Parce qu'il y a une question de confiance, il y a une crise de confiance. Parce qu'on promet des choses. Quand nous prenons, par exemple, le président de la République a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays, mais depuis, il n'a pas réussi à mettre la main sur cette minorité. Aujourd'hui, le pays est presque à terre. Ça aussi, c'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, mon frère l'avait dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été faites dans la nuit du 25 février. Du 5 février. Voilà. Et n'oubliez pas que ce sont des gens qui l'ont mis au pouvoir. Quoi? Et aujourd'hui, quel qu'en soit le cas, ce sont les gens qui ont tenté d'une manière ou d'une autre pour qu'ils soient là-bas. Mais quand le président parle des minorités, je ne pense pas que c'est vous et moi. Ils sont les gens peut-être qui maîtrisent très bien. Ils l'ont peut-être installé. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que ce serait difficile au chef de l'État de les foutre en prison. Mais il faut faire attention. Mais pourquoi alors il en parle? Attention. Pourquoi il en parle? Il en parle parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les réformes économiques que le président est en train de faire, je vous dis que certains même arrivent même à se retirer même mais quel est l'impact? Vous êtes journaliste économique également. Quel est l'impact de ces réformes? Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la mise en place de l'OTR, par exemple, quand vous prenez par exemple la mise en place du code de la transparence aujourd'hui, je pense que certains directeurs ne peuvent même plus rester à leur place. Ils sont obligés de se soustraire. Et je pense que quand on parlait je ne sais pas de l'OTR aujourd'hui, n'oublions pas que
Les résultats, les chiffres publiés par l'OTR, vraiment non, n'oublions pas que les douaniers, les douaniers dans ce pays, la majorité aussi faisait partie du parti au pouvoir. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, beaucoup sont mis sur les. Non, beaucoup sont mis sur les carreaux. Oui, mais. Non, juste tout simplement pour dire que les réformes économiques que le chef de l'État est en train de mettre en place aujourd'hui, peut-être qu'on ne le voit pas. Dans ce pays, avant, on ne peut pas mettre les corps habillés en prison. Mais aujourd'hui, on met les corps habillés en prison. Dans ce pays, les juges, on ne peut pas mettre les juges en prison. Mais aujourd'hui, on les met en prison parce que... Il y a combien? C'est peut-être parce que les juges sont en prison pour des questions politiques. Mais quand même, ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Et donc, tu tout simplement dire que c'est en politique, on n'envoie pas les gens comme ça en prison. C'est pas ce qu'on demande. Regardez le cas d'Ali Bongo aujourd'hui au Gabon. Voilà. Ah oui, avec toute la difficulté qu'il a. Donc, j'ai dit, les réformes, on a besoin de faire les réformes. Et en faisant les réformes, c'est vrai que ça ne va pas plaire à certains, ça va plaire à certains, mais les réformes même imposent à ce que certains puissent se retirer de la scène. Rapidement, réaction, Ildefonse, pour qu'on puisse avancer dans l'échange. Je voudrais dire à mon frère que il a dit tout à l'heure qu'en un temps, les gens ont dit que faire les réformes, c'est demander à Faure Gnassingbé de partir du pouvoir, que les gens l'avaient clamé. Oui. Je suis très sûr que si tu visites les praticiens du droit, ils vous diront que beaucoup ont dit très haut ce que peut-être une minorité pense très bas. Pourquoi? En matière de droit, je l'ai dit tout à l'heure, le vote d'une loi générale est d'application immédiate. Cela suppose que le chef de l'État, M. Faure, qui a déjà fait 2 mandats, s'il procédait en 2014, s'il procédait aux réformes en 2014, cela supposerait qu'il ne pouvait plus se présenter à la présidentielle de la dernière fois. Parce que la loi générale demande que son applicabilité soit immédiate. Il le sait. C'est ce que je te disais. Que c'est ce que... Non, excuse-moi. Nous n'allons pas parler de ça. C'est avec ça qu'on a essayé. Non, tu as parlé tout à l'heure, j'ai entendu. Laisse-moi parler. Tu as parlé tout à l'heure, j'ai entendu. Je vous donne juste un exemple. Macky Sall qui vient au pouvoir, qui dit le septennat, moi je n'en veux pas. C'est le quinquennat. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça débute par qui? Par moi. Et la commission constitutionnelle l'a mise sur pied quand elle a élaboré le projet, a débuté par le mandat actuel. Les gens ont pollué la tête des Togolais avec cette histoire de rétroactivité de la loi. Lorsque nous sommes devant une loi générale, son adoption et son applicabilité est immédiate. N'essayons plus d'abêtir les Togolais, ils ont compris. Et ceux-là qui sont dans cette posture savent. Mais si vous ne le savez pas, allez au cours du droit. Ils vont vous l'expliquer. Voilà. Parce que c'est ça. La deuxième chose, j'ai oublié de le dire. Sur ce plateau, j'ai eu à chahuter les évêques togolais parce qu'ils étaient restés silencieux. Mais aujourd'hui, la main sur la conscience, je leur tire chapeau pour cette lettre pastorale épiscopale qu'ils ont publiée. Cette lettre poignante qui relève presque toute la gangrène togolaise. C'est-à-dire que tout ce qui fait qu'aujourd'hui que nous n'arrivons pas à nous regarder tout droit dans les yeux pour parler, pour nous asseoir, pour discuter, ils ont fait ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, quand nous avons parlé tout à l'heure de la minorité, parce que dans cette lettre pastorale, justement, lorsque les évêques togolais parlaient de la justice, ils ont fait allusion de ce que nous ne pouvons pas vivre ensemble et qu'une minorité profite pendant que la grande majorité végète dans la pauvreté. Non, ce n'est pas ça. Et vous avez dit que peut-être que c'est cette minorité-là qui a mis le chef de l'État au pouvoir et qui ne peut pas l'envoyer en prison. Vous savez que la loi fondamentale togolaise donne tous les pouvoirs au chef de l'État. Il est seul à avoir tous les pouvoirs. Mais si celui-là qui est seul, qui a tous les pouvoirs, n'arrive pas à réagir,
vous et moi, qui sommes ici, qui n'avons rien, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, ce qui veut dire que cette minorité-là, parce que c'est elle qui a mis le chef de l'État au pouvoir, va continuer toujours pas foutre le bordel. Non, ce n'est pas ça. Nous voulons un Togo dans lequel tous, nous devons avoir les chances égales, où nous pouvons vivre comme cela se doit. Mais si dans ce même Togo, on doit se rendre compte que la minorité doit toujours profiter des richesses et que la grande majorité doit toujours végéter dans la misère, ça serait dommage et grave. Voilà. On va quand même avancer un peu avec les échanges. On va parler cette fois-ci des audiences dans l'affaire des incendies des marchés de l'Obé et des Cara. Nous avons appris il y a quelques semaines de cela la libération de certaines personnes et d'autres personnes ne sont toujours pas libérées. Vivement qu'on ait un procès, Joseph Guedar. Oui, moi je le souhaite aussi vivement que tous les Togolais. Je ne voudrais pas être à la place de ces 3000 commerçantes qui ont laissé leur vie comme ça, parce qu'il y a certains criminels qui ont pensé qu'en mettant, en incendiant le marché, ils peuvent faire du mal. Ils peuvent leur faire du mal, mais faire du mal. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est devant sa responsabilité. La responsabilité, c'est qu'une justice comme le droit le souhaite soit quand même appliqué aux auteurs ou bien à tous ceux qui aujourd'hui sont inculpés. Et quand je parle du droit, la main sur la conscience, parce que la dernière décision revient au juge. Et nous tous, nous attendons qu'un jour, que le nom de cette personne, que les noms de cette personne soient révélés au public. Ok. Mais je pense que dans cette histoire-ci, il faut faire extrêmement attention, parce que au Togo, vous savez, vous disiez bientôt, tout à l'heure, on vient de parler d'une crise de confiance qui est émanante partout. Et quand on parle de crise de confiance, vous savez ce que ça peut engendrer. Donc, comment faire à ce que, même si aujourd'hui ces gens-là soient révélés à la population, on puisse les accepter comme cela, pour que les familles de ces gens-là ne soient pas quand même aussi un petit peu molestés, menacés. Parce que nous sommes dans ce pays, nous savons ce que tout le monde est capable de faire. Donc, c'est pourquoi, jusqu'à présent, moi, j'en appelle à la conscience du Seigneur que lors de l'assise, que les vraies voix soient vraiment dites. Je ne dirai pas grand-chose par rapport à ce dossier. Aujourd'hui, je pense que le chef de file de l'opposition est toujours inculpé et Maître Zus Adjava aussi est inculpé. Et je l'ai dit, au nom de la paix sociale que le Togo a eue depuis quelques années, qu'au nom de cette paix, que quand le juge va prendre cette décision, que ce soit une décision juste parce que les Togolais qui ont été meurtris, pour que leur cœur puisse dire ouf et soulagement. Voilà, il défonce. Je crois que je l'ai toujours dit, je le martèle, la justice togolaise n'a jamais été juste. Surtout dans l'affaire des incendies des marchés du Togo, nous avons vu depuis le début où même ceux qui n'ont pas été au cours du droit ont relevé un certain nombre de dysfonctionnements dans l'amorce de ce dossier-là. Je ne voulais pas entrer dans les détails parce que ça fera mal qu'au cours d'une information judiciaire, qu'un ministre exhibe l'élément matériel, que le corps du délit aujourd'hui soit détruit et qu'on envoie les gens devant la cour d'assises. Je suis meurtri parce que dans cette affaire-là, les gens ont fait 3 ans d'emprisonnement. Alors que le droit dit que en face d'une information judiciaire, il faut que les enquêtes se fassent à charge et à décharge. Ça n'a pas été toujours fait. 3 ans après, j'apprends qu'on a encore libéré
Pendant tout ce temps, le monsieur a perdu son enfant et sa femme. Le droit n'a pas dit qu'une fois qu'il est présumé qu'il soit gardé en prison, le droit n'a pas dit ça. Le droit a dit, le mettre en examen, c'est qu'il se présente devant le juge chaque fois quand on a besoin de lui. C'est-à-dire que sa place n'est pas en prison. C'est ce que le droit dit. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce dossier des affaires des incendies des marchés? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Maintenant, on envoie encore les gens devant la cour d'assises en violant les procédures. Le procureur général a saisi les inculpés. Non, la démarche est encore viciée. Le procureur général saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel. La chambre d'accusation de la cour d'appel fait appel aux inculpés, un à un, et les notifie les charges qui sont portées contre eux. Et les renvoie. C'est la cour d'appel, c'est la cour d'accusation qui renvoie maintenant à travers une ordonnance de renvoi les inculpés devant la cour d'assises. Ça n'a pas été fait. C'est encore dans l'affaire des incendies des marchés. Et vous voulez qu'il y ait une justice? La justice togolaise est très injuste. Les gens ont même laissé leur vie. Etienne Yakanou, personne n'aime. Qu'est-ce qu'on nous dira aujourd'hui de ces enfants? Dans une affaire où, aujourd'hui, parce que les ordonnances qu'on a envoyées, on a demandé de lire un tout petit peu, où on nous a présenté quelqu'un qui est le métronome. Aujourd'hui, son nom ne figure même plus dans l'ordonnance. Les experts français, ils sont arrivés, ils ont travaillé. Le fruit ou les traces de ces enquêtes ne se retrouvent pas dans les ordonnances. Et vous voulez envoyer les gens devant la cour d'assises. C'est méchant. Et Joseph, dernière réaction parce que nous sommes non, mais dans le temps. Non, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Et voilà. Parce que je l'ai dit, nous sommes au Togo, nous avons une justice. Je pense que nous, citoyens, nous pouvons interpeller les juges pour qu'ils disent vraiment le droit. Si le droit est vicié, si plutôt des procédures. Si les procédures sont viciées, je pense qu'on a vu dans ce pays, on a eu quand même à donner des verdicts. Et les gens sont partis à des instances plus supérieures ou bien plus dans des instances sous-régionales pour se faire justice. Voilà. Donc si la justice, oui, ça, non, si la justice dit c'est son droit et que bon, certains voient que ce n'est pas ça. Je pense que on permet que le citoyen puisse saisir encore l'instance sous-régionale. Ça ne donne rien. Voilà. Le Kakwacha est là. Le Kakwacha est là. On a saisi la cour de la justice de la CEDEAO qui a dit mais il faut le libérer. Parce que tout ce qui est dans le dossier, on s'est rendu compte que, mais est-ce que M. Kwacha a eu gain de cause? Donc on ne peut pas, parce que dans un pays où les gens même ont accepté au cours d'un procès qu'ils voudraient éliminer un président de la République, qui ont accepté publiquement qu'ils voulaient éliminer le président de la République, et vous voulez que le président, ce président, mais qui est encore la gouvernance, puisse libérer ces gens-là. Ouais. Non, je pense que l'affaire de Kwacha, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Voilà. Non, merci à vous, merci Delphonse Apoké. Je rappelle que vous êtes le directeur du site d'information La Gazette du Togo, qu'on peut retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur le www.lagazettedutogo.com. Merci également à vous, Joseph Guedin. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Économie et Développement, qu'on peut retrouver dans les kiosques, voilà, effectivement. Et vous êtes également l'administrateur général de l'agence Horizon News. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Prochainement, si vous allez nous inviter pour qu'on puisse discuter de l'économie. Effectivement, vivement. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.